Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Enjeux, intérêts et limites des indicateurs. L'évaluation du développement durable, du global au local. Penser le changement ou changer le pansement? Aurélien Bouteau. Terre-Eitoire, Perrois 74 290 Talloires. Introduction. La montée en puissance des préoccupations environnementales à la fin des années 1960 a servi de ferment à une critique de plus en plus acerbe des modes de développement industriel. C'est dans ce contexte international d'émergence d'un conflit entre les intérêts économiques et écologiques qu'est apparue, dans le courant des années 1980, la notion de développement durable. Après des débuts plutôt timides, le concept a fini par s'imposer très largement, jusqu'à devenir aujourd'hui le mot d'ordre incontournable d'une pléthore d'acteurs issus des sphères économiques, politiques ou encore associatives. Et le monde de la recherche n'est pas resté en retrait des débats. Sciences de la Terre et de l'environnement, sciences sociales, sciences économiques. Rarement un concept n'aura connu un tel succès ni fait l'objet d'une littérature si abondante. Mais qu'en est-il réellement des actes? Comment le développement durable a-t-il concrètement été intégré aux politiques publiques, en particulier au niveau local? Son succès n'est-il que discursif? Le développement durable n'est-il qu'un nouvel avatar? Une couche de vernis superficiel censée redonner un peu d'éclat aux acteurs publics? Ou bien, au contraire, le développement durable est-il en train de générer des changements radicaux dans nos modes de pensée et d'agir en société? Pour répondre à ces difficiles questions, il faut sans doute commencer par se pencher rapidement sur l'histoire du développement durable. Comment comprendre sinon l'attirance exercée par ce concept ambigu? Et comment interpréter les acceptions pour le moins divergentes, dont le développement durable fait aujourd'hui l'objet? Après ce bref rappel, nous concentrerons notre attention sur les dispositifs mis en place par les acteurs publics afin d'intégrer le développement durable dans leur politique. Nous constaterons tout d'abord que ces démarches normatives, indicateurs, grilles d'évaluation ou d'analyse des politiques, ont l'avantage de nous fournir des informations très précises sur la vision que les acteurs publics se font du développement durable. 3. Nous verrons ensuite que le positionnement de ces outils dans les processus de décision est également susceptible de nous en apprendre long sur l'importance accordée par ces acteurs au développement durable. 4. Après avoir ainsi analysé quel contenu, 3, et quelle importance, 4, les acteurs publics donnent au développement durable, nous serons sans doute plus à même de répondre à notre première interrogation. Il sera alors temps pour nous d'en tirer quelques perspectives et conclusions pratiques. 5. 1. Le développement durable, conception coopérative. Et appropriation compétitive, un seul concept, des visions différentes. 1.1. Un grand projet, réconcilier environnement et développement. Le développement durable trouve incontestablement ses racines les plus profondes dans l'émergence du mouvement écologiste contestataire né des Trente Glorieuses. À la fin des années 1960, la multiplication des dégradations environnementales, l'apparition de nouvelles formes de pollution transfrontière et le soudain intérêt porté par les médias aux questions écologiques ont ainsi servi de fer de lance à la critique des modes de développement industriel. La naissance des grandes ONG environnementalistes, Greenpeace, WWF, Amis de la Terre, et la politisation du mouvement écologiste dans la plupart des pays du Nord va définitivement asseoir cette remise en cause. Ce mouvement critique trouvera finalement son apogée lors de la publication du rapport du Club de Rome en 1971, qui concluait à l'impossibilité d'une croissance économique infinie dans un monde dont les ressources naturelles et les capacités d'épuration sont limitées. Meadows et al., 1972. Sensibles à la dimension internationale de la question écologique, les Nations Unies vont dès lors se saisir de cette problématique de réconciliation entre environnement et développement pour lancer un cycle de négociations internationales. Le rapport Funex, 1971, puis la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, 1972, permettront de jeter les bases de la problématique, proposant quelques éléments de conciliation. Malheureusement,
le concept d'éco-développement qui naîtra de ces premières années de concertation n'aura guère de succès, et les questions environnementales seront très vite relayées au second rang des préoccupations internationales suite aux 2 chocs pétroliers. Figure 1. Réconcilier environnement et développement. Empreinte écologique et indice de développement humain IDH de 130 nations du monde, Bouteau et al., 2004. Commentaire. L'IDH est un indice de développement élaboré et calculé par l'ONU. Il intègre des données relatives au PIB, à l'espérance de vie et au niveau d'éducation. L'empreinte écologique est un indice synthétique qui mesure la pression exercée par une société sur l'environnement global, surface de sol productif nécessaire pour produire durablement les ressources et éliminer les déchets d'un individu. Le seuil de 0,800 IDH représente un niveau élevé de développement humain selon l'ONU. Le seuil de 1,8 hectare est la surface de sol bioproductif disponible par habitant de la Terre, ou seuil de durabilité écologique. Aucun pays n'atteint l'objectif d'un développement écologiquement durable, case en haut à gauche. Il faudra donc attendre 1983 et la création par les Nations Unies de la bien nommée Commission mondiale sur l'environnement et le développement, CMED, pour que le débat international soit relancé. Présidée par Gro Harlem Brundtland, la CMED va durant 4 années mener un travail d'écoute et de négociation, tentant d'identifier les menaces, mais également les points d'accord et de désaccord qui opposent les tenants de chaque camp. Ce travail de concertation aboutira en 1987 à la rédaction du rapport de la CMED, rapport Brundtland, CMED 1989, qui mettra au cœur de son discours la notion de développement durable, concept qui sera définitivement sacré quelques années plus tard, lors de la conférence de Rio sur l'environnement et le développement Sommet de la Terre 1992. 1.2. Les éléments du consensus, la notion de solidarité intergénérationnelle. Le développement durable est donc le fruit d'un consensus, l'aboutissement d'une longue réflexion qui aura vu s'opposer les arguments apparemment incompatibles des tenants de la croissance et de la protection de la biosphère. En tentant de surmonter les contradictions qui opposent ces 2 visions du monde, et en reconnaissant à chacune une certaine légitimité, les membres de la commission Brundtland ont essayé de trouver un chemin médian, de proposer une nouvelle trajectoire de développement, un développement qui soit au service de l'homme et qui prenne pleinement en compte la capacité limitée de l'environnement à fournir des ressources et à assimiler les déchets et les pollutions. Comme dans tout cycle de négociation, le point d'entente entre les points de vue les plus divergents n'a pu être trouvé qu'à travers la formulation d'un principe nouveau et consensuel, susceptible de satisfaire les différents protagonistes. C'est ainsi que le principe de solidarité intergénérationnelle a finalement été retenu comme l'élément central de définition du développement durable. Le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. CMED, 1989. 1.3. Les éléments de discorde, durabilité faible versus durabilité forte. Consensuel, le développement durable? Force est de constater en tout cas que rarement un concept n'aura connu autant de succès. À tel point que chacun semble aujourd'hui devoir se rallier à sa cause. Il faut dire qu'il est bien difficile de ne pas se reconnaître dans un principe aussi généreux que la solidarité intergénérationnelle. Pourtant, si la formulation du concept a été largement basée sur une approche coopérative, force est de constater que la phase d'appropriation qui s'en est suivie a été beaucoup plus compétitive. Ainsi, les années 1990 ont vu se multiplier les discours sur le développement durable, provenant d'organismes les plus divers, multinationales, ONG militantes ou acteurs publics de tout poil, dont les points de vue sur le développement durable semblaient pour le moins hétérogènes. Car si tout le monde semble s'accorder sur la nécessité d'une nouvelle forme de solidarité vis-à-vis des générations futures, les avis sont extrêmement divergents quant aux meilleurs moyens de définir et de mettre en œuvre une telle solidarité. Les tenants de la durabilité faible, par exemple, sont souvent ceux qui ont le plus fortement résisté à l'émergence du concept, notamment à travers l'appel d'Heidelberg en 1992. Défenseurs d'un progrès qu'ils identifient le plus souvent à la croissance économique,
Ils s'inscrivent très nettement dans un courant de pensée néoclassique, courant dont ils tirent largement leur argumentaire. En particulier, la durabilité faible est basée sur l'idée selon laquelle il existerait une capacité de substitution totale entre les différentes formes de capital. La dégradation d'une forme de capital, par exemple le capital naturel, se légitimerait par son utilisation en vue de créer une autre forme de capital, financier, technique, qui sera léguée aux générations futures, en lieu et place du capital naturel dégradé. À contrario de cette approche très éconocentrée, les tenants de la durabilité forte défendent une vision du développement durable beaucoup plus écolocentrée. Mettant en évidence le rapport de dépendance des activités humaines vis-à-vis de la biosphère, et notant les capacités limitées de cette dernière à supporter les premières, les défenseurs de la durabilité forte considèrent que les facteurs limitants du développement humain sont essentiellement d'ordre écologique. La durabilité d'un système socio-économique dépendrait donc de la capacité de renouvellement des matières premières et de la capacité d'épuration des écosystèmes. Enfin, une troisième approche beaucoup plus consensuelle vient s'intercaler entre les deux précédentes. Considérant que les sphères économiques, sociales et environnementales doivent être traitées sur un pied d'égalité, cette acception consensuelle hésite entre les deux autres approches, sans jamais véritablement trancher. C'est en particulier cette approche très molle, mais également très fédératrice, qui semble s'être le plus largement disséminée parmi les acteurs publics au cours des 15 dernières années. 2. L'intégration du développement durable dans les politiques en France. Quelle vision les acteurs publics se font-ils du développement durable ? On le constate au final, le développement durable doit une grande partie de son succès à sa très grande souplesse sémantique, une flexibilité qui a permis aux acteurs les plus divers de se l'approprier. Mais au-delà des discours académiques, qu'en est-il de sa traduction effective dans les politiques, et en particulier dans les politiques publiques ? Les outils d'évaluation du développement durable nous fournissent en la matière des informations particulièrement précieuses. En traduisant sous forme de critères, de chiffres ou encore d'indicateurs un concept au contour pour le moins flou, ils obligent en effet leurs concepteurs à révéler leur point de vue sur le contenu que ces derniers veulent bien donner au développement durable. 2.1. Les OQADD, définition et état des lieux. Parmi ces outils d'évaluation, les outils de questionnement et d'analyse des projets ou politiques en matière de développement durable, OQADD, occupent une place privilégiée. Souvent appelés par les praticiens grilles développement durable, les OQADD sont des objets très hétéroclites apparus de manière assez anarchique dans le paysage administratif et politique français. Certains furent créés pour évaluer des projets dans le cadre d'appels d'offres, d'autres pour aider les porteurs de projets d'un territoire à mieux prendre en compte les critères du développement durable, d'autres encore pour rendre le concept plus facilement assimilable par les personnels administratifs. Développés sur le terrain par des acteurs publics, des associations ou éventuellement des bureaux d'études, ces OQADD sont des dispositifs dont la finalité première consiste à évaluer, à analyser ou plus simplement à questionner des politiques ou des projets, dont l'état d'avancement est variable, par rapport aux exigences du développement durable, et dont la forme est le plus souvent celle d'une grille de critères, organisée et hiérarchisée en arborescence, et formulée sous forme de questions dont les résultats peuvent être, mais ne sont pas nécessairement agrégés et pondérés entre eux. Les OQADD sont donc des grilles de critères qui ont vocation à aider les porteurs de projets, ou de politiques, à prendre en compte le développement durable dans leur démarche. Nous avons identifié au total une trentaine de démarches en cours, premier trimestre 2004, dont 26 OQADD opérationnels. 2.2. Le développement durable pour les acteurs publics, une approche consensuelle, équilibrée et fractale. Afin de déterminer le contenu idéologique des OQADD, il nous a fallu décortiquer ces outils, identification et classification des critères selon plusieurs catégories sémantiques afin de déterminer les tendances thématiques dominantes, et analyse des modes d'agrégation et de pondération des critères afin de déterminer les préférences mises en œuvre dans chaque OQADD. Notre analyse s'est portée sur la totalité des critères de chacun des 26 OQADD,
que nous avons classés en plusieurs catégories sémantiques selon l'appartenance des différents critères aux principales thématiques du développement durable. Les 684 critères identifiés se sont avérés être répartis de manière très équilibrée entre les 3 sphères du développement durable. 1. Critères sociaux, 2. Critères environnementaux et 3. Critères économiques. Le pressentiment que nous avions s'est donc confirmé. Les acteurs publics semblent privilégier une approche extrêmement consensuelle et équilibrée du développement durable, figure 2. Par ailleurs, aucune pondération entre critères n'est effectuée. Figure 2. Répartition des critères, nombre moyen de critères cités par catégorie sémantique dans les 26 OQADD étudiés. Ainsi, tant par leur contenu sémantique, répartition des critères, que par leur mode d'organisation hiérarchique, agrégation-pondération des critères, les OQADD mis au point par les acteurs publics locaux semblent refléter une vision très consensuelle du développement durable, approche qui se caractérise en particulier par le traitement sur un pied d'égalité des questions environnementales, sociales et économiques. Or, si cette vision du développement durable semble aller de soi pour la grande majorité des acteurs locaux, sa pertinence interroge dès lors que l'on reformule la question dans une perspective plus globale. 2.3. À propos de l'approche fractale du développement durable, comment résoudre les déséquilibres mondiaux en adoptant des démarches locales équilibrées ? Comme nous l'avons noté en introduction, le concept de développement durable est né dans un contexte de tentative de réconciliation entre environnement et développement, aboutissant finalement à un point d'entente entre ces exigences via la notion de solidarité intergénérationnelle. C'est donc à un consensus sur le nécessaire élargissement de la notion d'intérêt général dans le temps, prise en compte du long terme et des générations futures, que la réflexion internationale sur le développement durable a fini par aboutir. Mais en se territorialisant, le développement durable interpelle cette fois-ci quant à sa dimension spatiale. À la nécessaire solidarité vis-à-vis des générations futures vient s'ajouter un second principe de solidarité vis-à-vis des autres territoires, du local, territoire adjacent au global, reste de la planète. Or en la matière, rien ne prouve que les intérêts locaux et globaux soient systématiquement convergents. Cette problématique du conflit d'intérêts entre local et global est ainsi progressivement apparue comme une question centrale au cours des dernières années parmi les théoriciens de l'approche territoriale du développement durable. Ces chercheurs se demandent si un territoire durable doit d'abord contribuer à la solution des grands problèmes mondiaux, au prix éventuel de sa croissance, ou plutôt s'assurer de la viabilité à long terme de son propre développement, Emelianov 2000. Ce dilemme du local pose donc la question de la forme que doit recouvrir le développement durable au niveau local. Ainsi, à une thèse selon laquelle, pour que le développement planétaire soit soutenable, il suffit que le développement de chaque espace local ou ensemble urbain soit lui-même viable, Olivier Godard oppose une antithèse selon laquelle la viabilité locale peut n'être pas suffisante. La poursuite de ce type de viabilité peut même représenter l'une des causes importantes de la non-soutenabilité du développement aux échelles territoriales supérieures, Godard 1996. Godard en conclut que le développement durable n'est pas fractal dans la pertinence de ses formes géographiques. Il ne saurait recouvrir la même réalité, les mêmes priorités et donc les mêmes formes dans toutes les régions. La figure 1, IDH versus empreinte écologique, illustre bien cette problématique. Si nous acceptons le constat selon lequel les pays du Nord ont autant d'efforts à fournir pour devenir écologiquement durables que les pays du Sud pour devenir socio-économiquement développés, Bouteau 2002, alors force est de nous poser une série de questions cruciales quant à la fractalité du développement durable. Est-il légitime que les territoires du Nord et du Sud adoptent une approche identique, fractale, et consensuelle, équilibrée, du développement durable ? Le positionnement de chaque territoire dans la problématique mondiale n'impose-t-il pas aux territoires du Nord et du Sud d'adopter des objectifs différents, et donc des approches elles aussi radicalement distinctes, et donc déséquilibrées, du développement durable ? Alors que la problématique mondiale se caractérise par des déséquilibres entre territoires, il est en effet surprenant de constater que la réponse apportée au niveau local, ou national, consiste en l'adoption d'une approche équilibrée, répétée à l'identique partout autour de la planète,
et dont on imagine finalement assez mal comment elles pourraient faire autre chose qu'entretenir ces déséquilibres. 3. Et quelle place le développement durable au CCUPETIL dans les processus de décision? Nous venons de le constater, la vision du développement durable adoptée par les acteurs publics ne permet pas forcément de véritablement penser le changement. Mais qu'en est-il du degré d'intégration du développement durable, même dans sa version allégée, dans les politiques publiques? L'enquête que nous avons menée en 2004 auprès d'un certain nombre de praticiens, Bouteau, 2005, nous apporte quelques éléments de réponse. 3.1. Penser le changement. Quelques vertus des OQADD au sein des administrations. Les OQADD semblent être dotés d'un certain nombre de vertus. Parmi ces dernières, leur capacité d'appropriation du développement durable n'est certainement pas la moins importante. Ainsi, la plupart des témoins affirment que les OQADD se sont avérés d'excellents outils pour créer une vision et une culture commune parmi les personnes chargées de travailler sur la question du développement durable. Rassurer et décomplexer les différents acteurs en rendant le concept pratique, pragmatique et concret. Sensibiliser, informer, communiquer sur le développement durable. Positionner la structure vis-à-vis des partenaires. Afficher ce que la structure entend précisément par développement durable, quelle est sa propre éthique. Au-delà de ce phénomène d'appropriation, les OQADD ont bien entendu une vocation beaucoup plus opérationnelle. Considérés le plus souvent comme des outils d'aide à la décision, les OQADD sont censés impacter les prises de décision et les modes de faire. Et de fait, les signes de changement semblent apparaître ici et là. Des phénomènes encourageants sont régulièrement cités par les personnes interrogées, témoignant de la capacité des OQADD à, dans certaines conditions, créer du débat, de la réflexion, prendre du recul. Créer de nouveaux réflexes en termes de transversalité, de vision globale. Impacter réellement les projets. Infléchir les décisions, permettre l'émergence de solutions alternatives. Ces signes de changement sont évidemment largement positifs. Dans le meilleur des cas, les OQADD ont fini par se diffuser progressivement au sein des administrations, créant ici et là de nouveaux réflexes, de nouvelles références, et permettant au final d'impacter sensiblement la teneur des projets et des politiques. 3.2. Changer le pansement. Des outils insuffisamment intégrés dans les processus de décision. Ce bilan doit néanmoins être largement nuancé. D'abord parce que les démarches concrètes d'intégration du développement durable dans les politiques publiques restent relativement marginales. Une trentaine de démarches d'OQADD sur toute la France par exemple, et guère plus d'agenda 21 locaux. Ensuite parce que les OQADD présentent un certain nombre de difficultés de mise en œuvre, comme par exemple la souplesse des OQADD et la grande place laissée à la subjectivité des évaluateurs. La difficulté de trouver un équilibre entre universalité des thèmes à aborder et particularité des cas à traiter. La difficulté de concilier la complexité intrinsèque au développement durable et la simplicité nécessaire à la bonne appropriation de l'outil. La difficulté de passer du constat critique à l'action constructive. À ces problèmes techniques s'ajoutent différentes formes de blocage, qui sont davantage liées aux bouleversements organisationnels que le développement durable peut générer. Parmi ces principaux obstacles, les conflits faisant apparaître des problèmes de hiérarchie sont sans doute les plus fréquents. Ils sont néanmoins abordés de manière indirecte et diffuse, à travers essentiellement deux types de questions plus spécifiques. Le manque de temps et le manque de moyens mis à disposition. Les problèmes d'ingérence, de méfiance ou de piétinage de plate-bande. La transversalité du développement durable étant parfois révélatrice de conflits. Un certain nombre d'obstacles techniques ou organisationnels paraissent donc limiter considérablement l'impact effectif des OQADD en termes de modification des comportements ou des politiques. Finalement, à partir d'un certain stade de développement de l'outil, une impulsion plus importante de la part des responsables politiques nécessite d'être donnée afin que les OQADD soient diffusés et pérennisés. Parmi les principaux blocages susceptibles d'empêcher une telle généralisation des démarches, on peut noter l'absence ou la faiblesse de portage politique,
voire l'opportunisme et le portage de façade, qui sont souvent à mettre en relation avec les manques de moyens techniques mis en œuvre. La peur de mettre noir sur blanc certains doutes, certaines faiblesses, et la peur des responsabilités nouvelles que fait naître le développement durable. La peur de faire échouer des projets, et ou de rentrer en conflit avec les acteurs traditionnels du développement. Au final, les OQADD jouent souvent le rôle de poil à gratter, obligeant les responsables techniques et politiques à réinterroger leur mode de fonctionnement. Et cette remise en cause n'est pas toujours appréciée, ce qui explique sans doute pourquoi un certain nombre de démarches ont été soit abandonnées, soit laissées en jachère, soit très édulcorées. Dans tous les cas, il apparaît de manière flagrante que les OQADD sont systématiquement utilisés trop en aval des prises de décision, une fois que le choix de faire quelque chose a déjà été politiquement validé. Le développement durable n'ayant pas été intégré en amont des prises de décision, au niveau politique, les OQADD ne peuvent alors qu'apporter des améliorations marginales au stade de la mise en œuvre de ces décisions, niveau technique et administratif. Ainsi en va-t-il par exemple de cet organisme public chargé de réaliser un projet d'autoroute, ne pouvant remettre en cause le projet et ses finalités, foncièrement non durables, il se contente de le rendre aussi durable que possible, choix du tracé, des matériaux, maîtrise de l'impact, etc. À défaut de penser le changement, on change le pansement. 4. Pour penser le changement, synthèse et perspective. Le développement durable génère donc un certain nombre de peurs, qui sont bien souvent atténuées par différents biais introduits dans l'utilisation des OQADD, au risque parfois de désamorcer le pouvoir potentiellement réformateur du développement durable. Le premier de ces biais est relatif au contenu trop consensuel qui est donné au développement durable dans les OQADD. 2. Le second biais concerne la place trop secondaire que les OQADD occupent dans le processus de décision. 3. Au-delà des propositions d'amélioration technique et fonctionnelle des OQADD, qui ont fait l'objet d'une publication à l'attention des praticiens, l'attention devra probablement à l'avenir être plus spécifiquement portée sur ces deux points cruciaux. 4.1. Penser global et agir local. De la nécessité d'adopter une approche non fractale du développement durable. La non-fractalité du développement durable est sans doute la dimension la plus largement ignorée du concept. Nous l'avons constaté, le principe de solidarité intergénérationnelle est aujourd'hui largement admis. Mais en se territorialisant, le développement durable renvoie inévitablement à une autre forme de solidarité, cette fois-ci interterritoriale, du local au global. L'amélioration de la durabilité d'un territoire ne doit pas se faire au détriment de la durabilité du reste de la planète. Cette double règle de durabilité spatiale, Zhuangdo 2000, bien que lourde de conséquences, est encore très mal appliquée. Elle nécessiterait sans doute que soit mené, au niveau mondial, un travail d'identification des responsabilités de chaque territoire en matière de déséquilibre écologique, sociaux et économique. Un tel diagnostic des responsabilités permettrait ensuite de prioriser les domaines d'action à privilégier au niveau national ou local afin de résoudre les problèmes globaux. Réduction drastique de l'empreinte écologique des pays du Nord, augmentation du niveau de développement socio-économique des pays du Sud, etc. Sans l'émergence d'une telle forme de subsidiarité mondiale, il y a fort à parier que les acteurs locaux continueront à l'avenir à privilégier une approche du développement durable consensuelle et auto-centrée, qui risque à terme de pérenniser les déséquilibres globaux. Car comme nous l'avons largement évoqué, le fait de considérer systématiquement le développement durable sous son approche la plus consensuelle et la plus équilibrée, est susceptible d'empêcher de véritablement penser le changement, en favorisant au contraire un certain immobilisme. 4.2. Penser le changement. Intégrer le développement durable plus en amont des processus de décision. La place trop secondaire du développement durable dans le processus de décision est sans doute un autre frein considérable au changement. L'étude des OQADD nous amène à nous poser plusieurs questions. Pourquoi le développement durable n'est-il pas mieux pris en compte en amont des décisions des acteurs publics ? Pourquoi les élus sont-ils aussi absents des différents processus de conception et d'utilisation de ces outils ?
Pourquoi les plans et programmes sont si rarement soumis à des OQADD, alors que les projets qui en découlent sont eux plus souvent analysés? En fin de compte, l'utilisation des OQADD a posteriori seulement de la décision politique, une fois celle-ci affirmée, ne réduit-elle pas les OQADD à de simples outils d'aide à la conception de projets et non véritablement d'aide à la décision stratégique? Et n'est-ce pas là un frein majeur à l'utilité effective de ces outils, qui condamnerait ceux-ci à un simple rôle de rafistolage a posteriori des décisions? L'analyse du fonctionnement des OQADD nous montre en effet à quel point le développement durable n'est pas encore considéré comme une valeur politique dominante, au même titre par exemple que l'intérêt général. Il en résulte que la question du développement durable est déléguée aux services opérationnels, exactement comme s'il s'agissait d'une problématique, voire d'une contrainte d'ordre non pas politique mais purement technique. Création de services techniques ou de directions spécifiques, réorganisation éventuelle des services, création d'outils pour la prise en compte du développement durable dans les projets. Ces derniers outils sont dès lors davantage considérés comme des outils d'aide à la mise en œuvre des décisions et des stratégies. Ils sont censés agir comme des sortes de pots catalytiques administratifs, qu'il suffirait de rajouter au projet afin que ceux-ci deviennent durables. Malheureusement, le développement durable ne relevant pas de préoccupations uniquement techniques, nombre d'OQADD sont amenés en retour à buter sur la question de la non-intégration des préoccupations de développement durable en amont de la décision. C'est-à-dire lors de la formulation des plans et programmes, voire même lors des délibérations des conseils d'élus. De ce point de vue, le véritable enjeu des années à venir consistera sans doute à faire en sorte que le développement durable ne soit plus considéré comme un simple accessoire technique, voire un élément de marketing territorial, mais véritablement comme une priorité politique à part entière. Conclusion, plaidoyer pour un intérêt général et durable. Le développement durable, vecteur de renouveau politique et démocratique? Au final, la difficulté d'appréhension de certains enjeux du développement durable par les sphères politiques et administratives interroge sur la capacité des systèmes démocratiques à répondre à ces nouveaux problèmes. Pourquoi un tel échec? Pourquoi le développement durable a-t-il tant de mal à s'imposer dans les processus de décision des acteurs publics? Et finalement, notre inaptitude à prendre sérieusement en compte les enjeux du développement durable n'est-elle pas liée à la nature même du fonctionnement des démocraties représentatives? Cette dernière question a de quoi surprendre. Et pourtant, comme nous l'avons constaté, l'avènement du développement durable a introduit deux éléments qui sont en passe de bouleverser radicalement notre approche traditionnelle de l'intérêt général. D'une part, l'élargissement des préoccupations politiques dans le temps, du fait de la référence systématique aux intérêts des générations futures, et d'autre part l'élargissement de ces mêmes préoccupations dans l'espace, du fait de la révélation de l'appartenance de l'humanité à un espace commun planétaire, confère. Morin-Kern 1993. Comment faire en sorte dans ce contexte, que les intérêts de ces acteurs non représentés, générations futures, territoires lointains, soient pris en compte dans un système représentatif qui par nature les ignore? La question reste ouverte, mais l'émergence de principes éthiques comme le principe de précaution, ou encore les expériences de démocratie populaire, jury de citoyens, s'inscrivent directement dans cette réflexion d'intégration du long terme dans la démocratie. Quant à la question de la formulation d'une forme d'intérêt général élargie à l'ensemble de la planète, et non plus cantonnée dans d'étroites frontières locales ou nationales, elle ne pourra probablement être résolue qu'à travers la construction progressive d'une certaine forme de démocratie mondiale, encore bien hypothétique. On le constate aisément, le développement durable invite donc à repenser en profondeur la notion d'intérêt général. De ce fait, le développement durable offre potentiellement le canevas nécessaire pour imaginer un véritable renouveau démocratique. Peut-être s'agit-il finalement de la clé qui permettra de véritablement penser le changement? Bibliographie. Wouto 2002, Développement durable, quelques vérités embarrassantes, économie et humanisme, numéro 363, page 4 à 6, décembre 2002. Repris dans Wouto 2003, Développement durable, à la recherche des bons indicateurs, problèmes économiques, N 2800, page 3 à 5.
Boutoa, Condran N. Brodag. C. 2004, lorsque le développement perd le nord. Courbe de Kuznets environnementale. L'apport des indicateurs alternatifs de type empreinte écologique dans la réflexion sur le développement durable. Acte du colloque scientifique de Ouagadougou préparatoire au 10e sommet de la francophonie. Développement durable. Leçons et perspectives, pp. 113 à 120. Boutoa, 2005, le développement durable. Penser le changement ou changer le pansement? Bilan et analyse des outils d'évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France, de l'émergence d'un changement dans les modes de faire, au défi d'un changement dans les modes de pensée, thèse de doctorat en sciences de la Terre et de l'environnement, École des mines de Saint-Étienne. Téléchargeable sur le site http://www.agora21.org. CMED, Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1989, Notre avenir à tous, Editions du Fleuve. Godaro, 1996, Le développement durable et le devenir des villes, bonnes intentions et fausses bonnes idées, Futurible, numéro 209, page 29 à 35. Morin E. Carnabé, 1993, Terre Patrie, Editions du Seuil. Meadows DH, Meadows DL, Randers J. Behrens WW. 3. 1972, The Limits to Growth, A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, Earth Island Ltd. TJ, Emelianov C. 2001, Les contradictions de la ville durable, le débat numéro 113, page 122 à 135. Zuindo B. 2000, La durabilité, essai de positionnement épistémologique du concept, in Zuindo B. Dire. Développement durable et territoire, Presse universitaire du Septentrion, page 27 à 69. Indicateurs de développement durable et processus de modernisation. Florence Rudolph. Laboratoire Culture et Société en Europe, UMR 7043 Strasbourg. Introduction. Nous revenons sur une décennie de mise en œuvre locale du développement durable, via les agendas locaux 21, pour questionner la contribution des indicateurs dans le processus de transformation sociale auquel le développement durable prétend. Nous rappelons que la méthode d'évaluation dans laquelle les indicateurs de développement durable s'inscrivent s'est imposée progressivement, c'est-à-dire à l'issue de l'élaboration de projets qui visaient l'appropriation collective des exigences du développement durable. Ces dernières étant, pour le dire vite, constituées par la création de synergies entre l'environnement, l'économie et la société, d'une part, et l'adoption de la démarche démocratique, d'autre part. Le mouvement que l'on constate actuellement tend vers un resserrement des séquences qui se dégagent de l'expérience des premières villes engagées dans cette dynamique. Si cette tendance se confirmait, on pourrait craindre une réduction, voire une disparition de la phase de recherche collective qui caractérisait les agendas locaux 21. Non seulement, cette phase de transposition du développement durable représente un des moments privilégiés de l'expérience démocratique du développement durable, mais elle conditionne l'appropriation et la diffusion de cette notion. Sa réduction porterait, par conséquent, préjudice à la démocratie locale et ferait courir un risque de confinement du développement durable au seul système expert. Cette perspective nous permet d'ancrer l'étude du développement durable dans des théories sociologiques de la modernité, et plus spécifiquement par rapport aux réflexions que Giddens réserve au système expert. Le détour par la théorie sociologique permet de redéfinir les villes engagées dans des agendas locaux 21 comme des contextes de réception de systèmes experts, voire comme des opérateurs de ces derniers, et de réfléchir à la dialectique entre ces différents états et niveaux de la réalité. Nous tentons de montrer que la propension des systèmes experts à circuler et à prendre ancrage dans des contextes dont ils ne sont pas issus, pour former des réseaux qui conditionnent l'avenir sert l'argument démocratique. De deux choses l'une, en effet, soit ces réseaux contribuent à la mondialisation de formes de vie et de structures subies par les populations, soit ils procèdent d'appropriation locale. L'excursus par la théorie étaye la proposition selon laquelle la démarche démocratique n'est pas qu'une question de rapport aux valeurs et de posture normative, mais qu'elle se justifie sociologiquement. 1. Essai de TYPIFICATION d'une décennie d'agendas locaux 21 en Europe.
Le concept de développement durable est connu pour sa polysémie, voire pour son inconsistance. Dans le processus de diffusion de cette nouvelle idée régulatrice de la modernité avancée, les initiatives locales ont joué un rôle déterminant qui demeure crucial aujourd'hui. Dans les premières années qui ont suivi le sommet de la Terre à Rio, en 1992, le lancement de la campagne des villes durables, consécutif à la signature de la charte d'Aalborg en 1994, a contribué à la transposition concrète du développement durable via la promotion des agendas locaux 21. La réception de ces derniers, dont on peut dire qu'ils sont une sorte de contrat municipal, varie selon les contextes nationaux et les communes qui les adoptent. Rudolph et Kosman 2004. Les pays de la communauté européenne ont non seulement diversement réagi à ce nouveau défi du XXIe siècle, mais ils n'ont pas toujours suivi la même stratégie au cours de la période considérée, Iclay et Diffou, 1999. Rétrospectivement, on peut néanmoins avancer que globalement l'investissement des collectivités locales a été bénéfique au développement durable. Il lui a conféré à la fois consistance et diversité et a, en suscitant l'intérêt local, contribué à sa réception élargie au-delà des cercles initialement concernés. La mise en œuvre locale du développement durable a témoigné de la richesse de cette idée et des multiples voies à travers lesquelles elle peut s'exprimer. Centrée sur l'environnement et marquée par la distinction entre nature et culture et le naturalisme des modernes, les premiers agendas locaux 21 ont progressivement intégré les dimensions économiques et sociales ainsi que la démarche démocratique dans leurs programmes. L'entrée de l'écologie en politique, en Allemagne et en France, au courant des années 80 à 90, était encore très marquée par une conception naturaliste de l'environnement. Rudolph 1998. Certes, cette tendance variait en fonction du profil des médiateurs de l'environnement et de leur contexte d'intervention et de réception, mais elle demeurait, néanmoins, un arrière-plan dominant. Assurée du soutien des scientifiques et de la diffusion du modèle technocratique, Habermas, 1978, les promoteurs de modèles d'aménagement hermétique aux motifs culturels et sociaux affichaient une assurance redoutable, peu favorable à la discussion et à la négociation. Ce n'est que progressivement que des résistances à ces représentations de l'environnement ont gagné en audience, et que l'idée d'une imbrication entre nature et culture a pris forme. Rudolph 2004. On rappellera, pour illustrer ce propos, des oppositions farouches au sein des promotions des conseillers en environnement, entre les tenants d'une approche biophysico-chimique et les tenants d'une approche culturelle des déchets, à propos de l'interdiction des décharges notamment. Ces conflits témoignaient de la difficulté pour nombre d'acteurs à envisager l'environnement comme une dimension d'une culture et d'une économie locale. De façon analogue, on a beaucoup glosé à cette époque de comment faire rimer l'économie avec l'écologie. Cette préoccupation, dont les discussions consacrées à la modernisation écologique rendent compte d'une autre façon, a longtemps éclipsé les difficultés inhérentes à l'articulation entre la société et l'économie, d'une part, et la société et l'environnement d'autre part. Si cette situation a généralement prédominé dans les années 90, il convient de remarquer que la Grande-Bretagne s'est assez vite distinguée par l'affichage de thèmes originaux comme la prévention des violences urbaines et des rapports de domination entre les genres, par exemple. Ces évocations rendent compte des enjeux concrets auxquels le développement durable expose les acteurs qui relèvent le défi. Parallèlement à la création de synergies, à laquelle il invite, l'affichage de la participation et de la démocratie qui figure également à l'agenda du développement durable est également une provocation. L'épanouissement de la démocratie bouscule les formes instituées de la gouvernance locale. Il incite au développement de nouvelles modalités de l'action publique et suscite, là également, bien des discussions et des résistances. On peut dire, pour résumer les éclairages apportés ci-dessus, que la transposition du développement durable expose les acteurs qui s'y risquent à faire l'expérience de réelles difficultés qui ont trait à l'interprétation d'une notion polysémique et à la traduction de cette dernière en réalité sociale et concrète pour les populations. Il s'ensuit que le lancement d'un agenda local 21 correspond toujours à une aventure et à une prise de risque pour une commune. Certes, il existe des expériences auxquelles se référer, via les réseaux de villes et les cas exemplaires, best practices, notamment,
mais ce soutien ne se substitue pas à l'expérience qui demeure toujours unique et inédite. Pour accompagner cette épreuve, les relais de la charte d'Aalborg ont commencé très tôt à véhiculer, via les organes d'expression d'instances transnationales comme la Commission européenne, les réseaux de villes, des instituts de recherche, des bureaux de consultants et des organisations non gouvernementales, des conseils aux communes. Ces derniers se présentent sous la forme de grilles de questionnement et d'action. Bien que variées, elles partagent un certain nombre de points comme la logique des petits pas et de la proximité. Il est généralement admis, par exemple, que la diffusion du développement durable au sein de la commune doit procéder des cercles proches des décideurs et de l'administration, pour déborder progressivement ces cercles restreints. Cette démarche nécessite l'appui d'alliés politiques, administratifs et civils, et il est désormais établi, pour les acteurs impliqués depuis longue date dans cette dynamique, que l'ancrage du développement durable dans une collectivité locale correspond à un chantier vulnérable, qui encaisse mal les ratés et les échecs. Aussi préconise-t-on d'entreprendre des actions modestes dans lesquelles la ville pourra se révéler exemplaire. Cette conception est relayée par les actions des acteurs transnationaux qui organisent des palmarès des villes. De façon générale, on assiste au cours de cette décennie d'appropriation locale du développement durable à la production de savoirs qui font désormais partie de l'univers des habitués des agendas locaux 21. Ces derniers sont compactés dans des petites phrases, des schémas et dans ce que les intéressés appellent des concepts, pour désigner des traductions pratiques d'idées générales, qui entrent dans la valise des acteurs du développement durable. Une des particularités de ces savoirs qui circulent entre initiés est qu'ils débordent volontiers ces milieux en raison de leur familiarité avec les savoirs communs. Ils sont accessibles à différents publics et peu exclusifs. Une autre dimension remarquable de ces connaissances tient au rapport positif qu'elles entretiennent avec la démocratie. Celle-ci y est généralement présentée comme une ressource du développement durable. Les conseils promulgués mettent volontiers en avant la nécessité d'associer largement des partenaires d'horizons variés et d'aspirer à la constitution de réseaux. Ils insistent sur la valeur de la coopération dans le travail, et tentent de désamorcer les habitudes de concurrence et de compétition. Ils participent par conséquent à la diffusion de modèles qui définissent de proche en proche des normes en matière de développement durable urbain, au rang desquelles figurent la participation et la démocratie. Il est admis, par exemple, que la mise en œuvre d'un agenda local 21 passe par l'organisation d'un bilan ou d'un audit local auquel la société civile se voit, en fonction des traditions et de la culture politique locale, conviée à participer. Cet aspect est à ce point identifié à un moment constitutif et structurant, voire initiatique, des agendas locaux 21, qu'on peut être tenté de l'ériger en critère de reconnaissance et d'évaluation d'un agenda local 21. Pour en rendre compte, on peut imaginer le cas limite d'une collectivité territoriale engagée dans un processus d'agenda local 21, dont la population irait jusqu'à ignorer l'implication de sa commune. L'ineptie d'une telle situation témoigne de la spécificité des agendas locaux 21 par rapport à des interventions plus classiques des pouvoirs publics. Les agendas locaux 21 participent d'un nouveau type d'action publique qui mise sur la participation, voire sur l'enrôlement des populations. Rudolph 2003. Il porte à la conscience collective la question de la constitution de la société de sorte que le lancement d'un agenda local 21 s'apparente à un pari, voire à un processus de recherche-action pour les communes qui s'y osent. Rudolph et Kosman 2004. Ils mettent les sociétés locales à l'épreuve d'elles-mêmes, de leur aptitude à entrer en confrontation au sens noble du terme. Du point de vue de l'esprit qui l'anime, le lancement d'un agenda local 21 est une façon de témoigner et de prendre date collectivement d'un engagement en faveur du développement durable. Le lancement d'un agenda local 21 doit être compris comme une déclaration d'intention qui diffère de la mise en œuvre d'une politique publique au sens classique du terme. C'est un acte symboliquement important pour une collectivité, une façon de dire qu'elle existe comme collectivité et s'inscrit dans la durée. Tous ces aspects, ici rapidement évoqués, forment des arguments en faveur de la préservation de cette phase de mobilisation avec laquelle le lancement d'un agenda local 21 peut se confondre. Progressivement, l'expérience aidant, les compétences des uns et des autres vont diverger.
entre ceux qu'il convient par la force des choses de qualifier d'initiés et ceux qui, parce qu'ils sont restés en marge du processus, méritent le qualificatif de profanes, l'écart se creuse. Avec l'essor des démarches d'évaluation et l'équipement en indicateurs de développement durable, les méthodes et les outils tendent à s'affiner et les univers de référence à s'opacifier. Il s'ensuit une menace d'exclusion des citoyens non experts. Ce risque auquel même les villes qui ont connu une démarche d'effervescence autour des agendas locaux 21 reconnaissent être exposées, pèse d'autant plus sur les villes qui s'engagent actuellement dans le processus. Afin d'appréhender au mieux le type de menace qui pèse sur les collectivités et le développement durable, nous procédons à un détour sociologique. Ce dernier construit le développement durable en système expert, et les agendas locaux 21 en opérateurs locaux de ce système expert de sorte à mettre en évidence l'importance de la démarche démocratique dans ce rapport dialectique entre un système expert et des réalités locales. Le recours à la construction sociologique est une manière d'étayer un argument qui relève certes d'un rapport aux valeurs, Weber, 1959, mais qui n'en demeure pas moins pertinent. Il doit permettre de porter un éclairage sur l'importance de la démarche démocratique dans le processus de transposition d'un système expert dans des réalités locales, et sur le risque que les indicateurs font peser sur ce moment démocratique. Il ne s'agit pas d'incriminer les indicateurs du développement durable, mais d'insister sur l'importance de leur insertion dans un processus démocratique. 2. Détour théorique. La construction sociologique au service d'un rapport aux valeurs. La description précédente est issue de l'observation de terrain et de la consultation des documents produits par les différents acteurs, impliqués localement ou à distance dans le développement durable. La question qui va nous occuper à présent a trait aux allers-retours entre les réalités locales auxquelles nos terrains nous donnent accès et les montées en généralité propres à l'approche théorique. Notre motivation est double. Elle a trait à la manière dont la sociologie peut s'enrichir des expériences vécues et à l'intérêt que des non-sociologues peuvent trouver à cette discipline. À cet intéressement, nous en ajoutons un autre qui a trait à la construction d'arguments sociologiques en faveur de la démocratie. Une des manières d'opérer une convergence entre la sociologie et ses terrains passe par un retour sur la vocation de la sociologie. Au titre de science de la culture, la sociologie travaille à la construction de points communs entre des situations distinctes, qui ignorent qu'elles peuvent éventuellement avoir des choses en commun. Cette conception de la sociologie est présente dans les premiers débats qui constituent la discipline, à travers les réflexions auxquelles se livre Weber, 1995, notamment. Pour ce sociologue allemand, cette nouvelle science qu'est la sociologie ne vise pas l'explication compréhensive des situations singulières, cette tâche revient davantage à l'historien, mais la construction de types susceptibles de rendre compte de l'identité commune de situations distinctes. La sociologie, ainsi que nous l'avons à maintes reprises présupposé comme évident, élabore des concepts de type et elle est en quête de règles générales du devenir. Elle s'oppose à l'histoire qui a pour objet l'analyse et l'imputation causale d'actes, de structures et de personnalités individuelles, culturellement importants. L'élaboration de concepts propres à la sociologie prend ses matériaux, sous la forme de paradigmes, dans les réalités de l'activité qui sont également importantes pour les points de vue de l'histoire. Elle élabore ces concepts et en recherche les règles avant tout également du point de vue de la possibilité de rendre service à l'imputation causale historique des phénomènes importants pour la culture. Weber, 1995, pp 48 49. On notera d'emblée que selon cette tradition, la sociologie, qui a comme objet d'étude les formations sociales et les phénomènes collectifs, travaille à la construction d'une transcendance susceptible de rassembler des réalités individuelles. Par la démarche qu'elle adopte, elle contribue, en d'autres termes, à la formation d'un espace public et participe, par conséquent, au processus de démocratisation. Elle se profile comme une science susceptible d'accompagner les négociations publiques en vue de parvenir à des ententes sociales. Que ce potentiel ne parvienne pas toujours à l'expression, en raison notamment de la structure des espaces publics, voire de leur faiblesse, d'une part, et des régimes de scientificité en vigueur, d'autre part, ne remet pas fondamentalement en cause son existence. Ce potentiel des humanités et des traditions culturelles est évoqué par Habermas, 1987, dans la théorie de l'agir communicationnel.
Il attribue à ces corpus de connaissances sur la société la qualité de ressource pour la conduite d'une discussion rationnelle pratique. Ce thème réapparaît sous la plume de Calon et al. De manière différente, certes, mais néanmoins affiliée puisqu'il est question là encore de penser la pacification de la société à travers la mobilisation des compétences dialogiques, Habermas, 1987, Calon et al. 2001. Un des obstacles récurrents auxquels se heurte cette approche de la constitution de la société a trait à la distribution inégale de ses compétences. Les ressources, dont regorge la culture, demeurent enclavées et de la propriété des experts et des milieux informés. Il s'ensuit que trop souvent la vertu de la discussion et de l'échange reste lettre morte. Que faire de ce constat ? Abandonner le paradigme démocratique ou travailler ses limites ? Sans développer la question des entraves à la démocratisation de la science, Calon et al. 2001, Latour, 1991, 1999, Stengers, 1993. On peut noter que le bas qui blesse est pour Habermas le problème de l'accès à la connaissance, alors que pour Calon et al., c'est la discrimination de certaines ressources culturelles qui pêchent, Rudolph 2003. Les deux approches prônent la démultiplication des espaces et des lieux publics de sorte à accroître les chances d'accès à différents publics à la pratique dialogique. Les réflexions développées ci-dessus étayent l'hypothèse selon laquelle la sociologie est une discipline pourvue d'un réel potentiel démocratique, pourvu que la structuration des espaces publics et de la recherche suive. Ces conditions bordent le potentiel de la sociologie et indiquent qu'elle peut également servir des projets contraires à l'esprit démocratique. La capacité à établir des correspondances entre des réalités distinctes et à former des entités transcendantes peut autant servir à la construction d'un monde commun qu'à l'établissement de systèmes experts déconnectés de l'expérience. La méthode, que la sociologie met à l'épreuve depuis ses fondements, peut s'avérer par conséquent aussi utile aux acteurs qui agissent dans l'intérêt d'un collectif qu'à des entrepreneurs qui agissent pour leur propre compte. Que la sociologie participe, au même titre que d'autres corpus de connaissances, de ce mouvement d'intellectualisation ne nous étonnera pas. Ce qu'il convient d'observer, en revanche, c'est la manière dont ce processus prend dans la société. On peut établir un lien entre ces questions très générales et la diffusion du développement durable. Les entreprises d'élaboration d'un savoir spécifique au développement durable, constatées précédemment, sont l'expression d'un processus similaire. Il s'agit bien d'un processus de rationalisation qui accompagne des initiatives locales. Ce processus peut servir la formation d'identités collectives comme il peut desservir ce projet. Cette observation attire l'attention, par conséquent, sur l'importance du contexte dans lequel s'inscrivent des processus d'intellectualisation. Ces arguments en faveur de la méthode démocratique étant avancés, nous souhaitons préciser davantage l'idée que nous nous faisons du développement durable du point de vue sociologique. Par sa formulation abstraite et générale, et conformément au vocabulaire de Weber, 1995, dans le cadre de sa typologie des actions et des modalités de la rationalisation, le développement durable rentre davantage dans la catégorie des valeurs que des finalités. Il relève davantage d'une idée susceptible d'inspirer les activités humaines que des contenus précis auxquels se conformer. Il se présente comme un guide désincarné et complexe auquel les acteurs peuvent se rapporter pour la conduite de leurs affaires. Dans le registre weberien, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.